Bonjour Emmanuelle Bonnet-Oulalge. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuelle, tu es coprésidente de la FSGT, la Fédération sportive et gymnique du travail, et tu es aussi administratrice décidément du CNESF, le Comité national olympique et sportif français. J'avais envie de t'interroger ce matin sur le discours du gouvernement en matière de pratique sportive. On n'y comprend pas grand-chose, en tout cas on ne comprend pas le sens même du discours qui est porté par le gouvernement. On a même le sentiment aujourd'hui que quand on écoute les préconisations et les mesures prises pour lutter contre le Covid-19, qu'il serait presque plus mauvais pour la santé, ou plutôt qu'il y a plus de risques pour la santé à pratiquer un sport que de ne pas en faire. Tu partages ce constat ? D'une part, je ne partage pas le constat et je te rassure, nous n'y comprenons rien non plus. D'autant plus que la ministre a confirmé à la radio la semaine dernière que les décisions n'étaient pas prises en appui sur la circulation du virus. Et d'ailleurs, sur 25 millions de personnes qui passent dans les gymnases, seulement 200 cas positifs aux contaminations ont été identifiés, c'est-à-dire un taux d'incidence de 0,7% contre 7,4% dans la population. Donc on ne comprend pas ces décisions et on a vraiment le sentiment finalement d'une sanction contre les clubs, contre les bénévoles. 9 associations sportives sur 10 sont animées uniquement par des bénévoles. Ils ont passé une bonne partie de l'été, beaucoup d'énergie en début de saison pour créer les conditions d'une reprise avec toute la sécurité sanitaire pour les pratiquants. Et aujourd'hui, on a l'impression que finalement, le gouvernement ne leur fait pas confiance. Ne fait pas confiance aux fédérations qui ont aussi beaucoup travaillé sur des protocoles. Donc non, nous ne comprenons pas et je ne suis pas d'accord. La FSGT, comme beaucoup d'autres associations sportives, de clubs de proximité, vous luttez depuis des années justement pour éduquer, pour éveiller, pour sensibiliser à la nécessité d'avoir une pratique sportive dès le plus jeune âge. Quel impact ce discours aujourd'hui peut-il avoir justement sur cette pratique sportive ? Donc depuis cet été, le discours de nos fédérations, de nos clubs, c'est venez pratiquer du sport. D'ailleurs, 4 personnes sur 10 en ont fait pendant le confinement. Donc il y a un enjeu aussi de montrer que le sport, c'est quelque chose qui est bon pour la santé si les contenus sont adaptés. Et le sport associatif, d'autant plus parce que justement, c'est une pratique qui est encadrée, qui est donc accompagnée et qui peut se pratiquer pour que chacun puisse progresser. Voilà, donc pour nous, finalement, le gouvernement engage un discours qui est celui de dire que la pratique sportive dans une association, dans un gymnase, serait dangereuse pour la santé. Or, c'est tout le contraire. Il y a des manières aussi de travailler l'immunité, ça passe par l'alimentation, on le sait, mais ça passe aussi par l'activité physique et sportive. Et d'ailleurs, les personnes vulnérables ne sont pas seulement les personnes âgées, les personnes vulnérables sont les personnes aussi qui ont une condition physique mauvaise. Donc il nous semble qu'aller dans un gymnase et aller faire du sport dans la période actuelle, c'est plutôt un signe encourageant pour lutter contre le virus. Je parlais d'impact sur la pratique sportive de toutes et tous, mais on peut aussi s'interroger sur l'impact sur les fédérations elles-mêmes, sur les bénévoles, tu en parlais, mais aussi sur les associations. Ça va être quoi l'impact ? C'est des licences qui vont disparaître, c'est des budgets en moins, c'est quoi qui se passe concrètement ? Le CNESF estime une perte de 25% à peu près du nombre de licenciés, d'adhérents dans les clubs sportifs. Nous, la FSGT, aujourd'hui, on est à peu près moins 30% de baisse de licence, alors que nous sommes une fédération multisport. Donc pour certaines activités comme les sports de combat, les sports de salle, ça va être en effet dramatique. Et je suis particulièrement inquiète pour les sports de combat parce qu'ils sont beaucoup pratiqués dans les quartiers et donc c'est encore une fois les milieux populaires qui vont trinquer de ces décisions. Ouais, on va revenir justement sur les sports de combat, notamment compte tenu de la loi sur le séparatisme qui arrive, on va y revenir, mais encore un mot quand même. On a vu pendant le confinement, et tu l'as évoqué toi-même, un regain d'intérêt pour le sport qu'on qualifie d'individuel en fait. Les ventes d'appareils de musculation ont explosé, les sites de sport en ligne ont été saturés. Ça aussi, ça t'inquiète ou c'est plutôt une bonne chose ? Alors ça pourrait être une bonne chose. Le problème, c'est que les premiers de corvée, eux, n'ont pas accédé au sport pendant la période de confinement parce que elles, très souvent des femmes, et ils devaient travailler. Donc il y a un enjeu d'accès au sport pour toutes et tous, et en particulier pour les milieux populaires. Il y a toujours de fortes inégalités d'accès au sport.
Et dans une période de crise comme celle-là, ce sont d'abord les femmes, les milieux populaires, les personnes en situation de handicap qui vont être privées finalement d'une reprise progressive de ces activités. Et donc dans un contexte comme celui-là, il faut parier et il faut faire confiance au sport associatif parce que c'est d'abord celui-là qui va pouvoir mettre en œuvre de la solidarité et qui va pouvoir créer des espaces où justement le sport sera accessible au plus grand nombre. Comment on fait justement pour le rendre plus accessible ce sport au plus grand nombre? Pourquoi c'est un enjeu de société la pratique du sport et pourquoi peut-être plus aujourd'hui encore dans cette période que l'on traverse? Parce que la crise sanitaire, la crise économique, la crise sociale, elle ne fait que commencer. On sait très bien que l'impact des nombreux licenciements vont accentuer la crise économique. Ce matin, j'entendais les étudiants qui sont dans une précarité qui explose avec la perte des petits boulots, par exemple. Donc on sait très bien que la grande précarité, elle va exploser. Les personnes en situation de handicap, les structures qui les accueillent sont aussi en grande difficulté pour créer du travail et de la coopération avec d'autres structures en raison de nombreuses contraintes sanitaires. Donc les inégalités elles vont forcément accélérer. Donc il faut d'une part faire confiance, je le redis, aux bénévoles et d'autre part il faut des moyens. Et aujourd'hui les moyens du plan de relance pour le sport ils sont de 120 millions sur 2 ans. C'est rien. Aujourd'hui on estime la perte pour les clubs, les fédérations à hauteur de 800 millions d'euros. Donc même un budget des sports à la hausse qui accepte enfin de déplafonner une partie des taxes, la taxe dite buffet, je rentre peut-être un peu dans le détail, mais il va y avoir un peu de moyens supplémentaires, 24 millions d'euros, mais on est très très loin du besoin réel des associations. Je reviens peut-être un peu en arrière, mais quand même pour qu'on ait vraiment en tête concrètement ce qui se passe sur le terrain et notamment dans les clubs de proximité. Aujourd'hui, des enfants qui avaient une fois, 2 fois, 3 fois par semaine l'habitude d'aller dans leur club de sport, leur club de foot, leur club de judo, que sais-je encore. Pour beaucoup, ils n'y ont plus accès. Alors les enfants y ont accès. Il y a eu d'ailleurs plein de rétropédalage et de problèmes de communication entre le gouvernement, les préfectures, puisque finalement un enfant pouvait accéder à un gymnase à Rennes et à Paris il ne pouvait pas. Donc déjà ça a été très compliqué. Donc aujourd'hui, normalement, les préfectures, les villes doivent accueillir tous les mineurs dans le cadre scolaire ou dans le cadre associatif. Mais le problème aussi qui s'ajoute à tout cela, c'est parfois le manque de moyens des collectivités territoriales qui décident de ne pas ouvrir les gymnases parce qu'elles n'ont tout simplement pas les moyens ou ne font pas le choix politique de désinfecter comme les protocoles l'indiquent. Donc dans le milieu rural, par exemple, c'est un problème important. Tu l'as dit aussi, mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, mais je crois qu'on a tous du mal à comprendre, l'arrêté de fermeture de salles de sport et de gymnase a été retoqué à Paris par le tribunal administratif. En revanche, le recours déposé contre la fermeture des salles de sport a été rejeté par le tribunal de Montpellier. On n'y comprend rien, c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être tu peux nous dire si vous êtes consulté en tant que fédération et comment expliquer ces situations ubuesques où un jour on nous dit vous pourrez courir dehors si vous mettez le masque et puis le lendemain on dit non, vous pourrez courir sans mettre le masque. C'est ubuesque, on ne comprend plus rien des préconisations. Est-ce que justement avec les annonces qui vont être faites aujourd'hui, notamment pour la région Île-de-France, sur le passage à l'alerte maximale, qu'est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui? On peut se référer à ce qui a été décidé à Aix-Marseille, sauf qu'on a constaté aussi qu'il n'y avait aucune logique nationale. Donc en effet, on peut être inquiet sur les décisions qui vont être prises. Et surtout, ce qui est en effet flagrant, c'est que d'une préfecture à l'autre, la décision n'est pas la même et donc ça crée encore davantage d'inégalités territoriales. Et donc voilà. Et nous ne sommes pas consultés, nous sommes informés des décisions. Alors après, on agit. Il y a eu beaucoup de publications dans la presse de fédérations, du président du CNOSF. Donc on réagit, les clubs réagissent, les maires réagissent aussi. Et je pense qu'ils ont été à la hauteur dans un certain nombre de grandes villes, mais il n'y a pas de consultation en amont. Donc ça pose aussi un problème du point de vue d'une fameuse gouvernance partagée qui devrait faire foi aujourd'hui. Et le fait que d'un endroit à l'autre, on n'ait pas les mêmes décisions, est-ce que c'est argumenté, est-ce que c'est motivé? Est-ce qu'on sait par exemple, quand il avait été décidé de fermer les piscines, si le virus circule plus facilement dans l'eau? Est-ce qu'on sait si dans les gymnases, le virus circule plus facilement? Est-ce qu'on a ces éléments aujourd'hui?
On n'a aucun élément. La question des piscines, elle est flagrante. On n'a rien compris. Le ministre de la Santé annonce la fermeture des gymnases le mercredi soir. Le Premier ministre annonce la fermeture des piscines couvertes le jeudi. Et le vendredi, la ministre des Sports nous annonce finalement l'ouverture pour les mineurs des gymnases. Et finalement, les piscines, le soir, on nous annonce qu'elles seront ouvertes à tous sans aucun élément. Donc, c'est quand même très compliqué. Un autre élément d'actualité qui va aussi avoir un impact important sur les clubs sportifs, c'est la fameuse loi dite sur les séparatismes qui vise notamment les clubs de proximité, les clubs de sport, et notamment ceux des quartiers populaires. Je crois que vous êtes très vigilant aussi sur ces clubs-là, à qui on va imposer une signature de la charte de la laïcité. Quelles conséquences ça va avoir sur les clubs sportifs? Alors déjà, la charte de la laïcité, elle était imposée à beaucoup de comités régionaux des sports par les régions concernées, et il fallait signer cette charte pour pouvoir obtenir la subvention. Nous, on est très inquiets et on a déjà alerté dans le passé sur ce type de démarches qui confondent parfois laïcité et stigmatisation d'une certaine partie de la population. Donc pour nous, les bénévoles, les associations ne doivent pas jouer le rôle de la police. Si toutefois la police devait jouer un rôle ou intervenir dans un club associatif, c'est absolument pas le rôle des associations, et les conséquences peuvent être très difficiles et stigmatisantes, je le dis, pour les clubs des milieux populaires. Alors que je pense que la FSGT en est l'illustration. Il y a un dynamisme et des innovations absolument extraordinaires qui se mettent en œuvre dans les milieux populaires, et vraiment il faut être extrêmement vigilant à ne pas les stigmatiser, leur faire confiance. Là, ils vont prendre vraiment... il y a beaucoup de conséquences déjà à cause de la crise sanitaire. Attention à ne pas en rajouter. J'ai une dernière question, Emmanuelle. Dans 4 ans, c'est les Jeux Olympiques à Paris. Peut-être, sans doute, serons-nous sortis de la crise sanitaire, il faut l'espérer. C'est une opportunité, ces JO? Ça devrait être une opportunité, en tout cas sur la question des moyens. Après, on peut être pour ou contre les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais aujourd'hui, Paris et la France sont censés les accueillir en 2024. On devrait avoir des moyens qui affirment que le sport, c'est quelque chose qui est essentiel. Quand tu parles de moyens, c'est des moyens pour tous, pas que pour les sportifs de haut niveau. Bien sûr, des moyens pour tous, parce que quand on parle des Jeux Olympiques et Paralympiques, on parle de l'héritage, et l'héritage, il doit être matériel, il doit être immatériel aussi, c'est-à-dire que le sport doit prendre une place dans la société. Aujourd'hui, il n'est pas reconnu comme il devrait l'être, c'est-à-dire que le sport, c'est un objet culturel, c'est la transmission de génération en génération de savoir, de contenu qui permettent d'émanciper réellement. Le CNOSF dit que le sport, ça peut changer des vies. Oui, quand les contenus sont adaptés, ça peut changer des vies. Or, aujourd'hui, on voit avec les décisions qui sont prises par le gouvernement sur la situation sanitaire, avec la question des moyens, d'un budget des sports qui est insuffisant, les emplois aidés qui ont été supprimés au début du mandat d'Emmanuel Macron. Ce ne sont que des décisions qui vont à l'encontre de Jeux Olympiques et Paralympiques, qui laissent un héritage pour toutes et tous. On est inquiet aussi pour la Seine-Saint-Denis qui faisait partie de l'héritage très fort. Donc là, il y a eu un peu d'ajustement, mais il ne faudrait pas que, en effet, la Seine-Saint-Denis et les milieux populaires, une fois encore, soient les grands perdants de cette organisation. Qu'est-ce que tu dis à ceux et celles qui justement s'opposent à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris pour des raisons écologiques, économiques et sociales, et démocratiques aussi, puisque c'est ceux qui plaident pour l'annulation de ces JO disent que les franciliens n'ont pas été consultés? Je suis en partie d'accord avec celles et ceux qui critiquent les Jeux Olympiques et Paralympiques. Je pense que ça aurait été bien de demander l'avis de la population, mais aussi l'avis des clubs, des bénévoles. Je pense que leur priorité au quotidien, c'est pas les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est de savoir s'il y aura une douche chaude dans les piscines, dans les gymnases. C'est de savoir que les casiers dans lesquels ils pourront ranger leur matériel auront bien un cadenas. Et aujourd'hui, il y a une vétusté importante des équipements sportifs. Donc pour moi, l'opportunité des Jeux Olympiques et Paralympiques, ce serait celle que justement il y ait des moyens réels qui accompagnent cette décision
pour donner plus d'importance au sport associatif et en faciliter l'accès pour tous et tous. Et des emplois pour les jeunes des quartiers notamment? Et des emplois aussi pour les jeunes des quartiers. Je l'ai dit, il y a des emplois aidés qui ont été supprimés. Là, il y a une opportunité de créer des emplois, en effet. Et puis, il pourrait y avoir aussi une opportunité pour aider les familles à accéder au sport. Il y a des dispositifs assez simples qui ont existé de chaque sport. Nous, on appelle, quand je dis nous, c'est l'ensemble du mouvement sportif, appelle de ses voeux à la création d'un chèque sport pour aider les plus précaires à accéder à des activités physiques et sportives. Et que dit la ministre là-dessus? Elle étudie le dossier. Alors on suivra ça. Merci beaucoup Emmanuelle. Merci beaucoup.